Bonjour Julien Blanc. Merci beaucoup de m'avoir accepté cette petite interview à Paris devant les Shakespeare et compagnie après ta lecture. Donc tu as commencé la poésie quand? J'avais 6 ans et demi. Je savais à peine écrire. J'ai fait mon premier poème, qui est sans doute un des plus beaux que j'ai fait. J'essaye depuis j'ai 81 ans dans 3 mois, donc ça fait à peu près 70 ans que j'essaie de faire un poème aussi bien, aussi simple que ça. Il y a une calligraphie nulle, des fautes d'orthographe, il fait 5 ou 6 lignes, 5 ou 6 vers, mais c'est un très beau texte sur les osselets, le jeu des osselets. Voilà. Et donc dès que je suis tout de suite que c'est ça que je voulais faire, rien d'autre. Donc j'ai été étudiant à Aix-en-Provence en 62, à la faculté des lettres, j'avais donc 20 ans. Et les études étaient vraiment des études sans intérêt pour moi, avec des auteurs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai laissé tomber la faculté et j'ai créé ma première revue qui s'appelait Les Carnets de l'Octéor, ça s'écrit O-C-T-E-O-R. C'était en 62, j'ai fait 4 numéros. J'ai envoyé ces 4 numéros avec des valises, parce qu'à l'époque, les valises à roulettes n'existaient pas. Donc 50 kilos à chaque bras. Et je suis arrivé à Paris pour vendre mes revues dans les librairies et les galeries de Paris. Ça s'est très bien passé. Et il y a un type qui faisait un groupe MADI, qui était un groupe d'avant-garde latino-américain, Venezuela, Argentine, Uruguay, Chili, qui m'envoyait un mot en disant « Je vais faire une revue, est-ce que vous voulez bien y participer ?» Donc comme je venais d'arriver à Paris en 62, j'ai participé à cette revue qui s'appelait « Ailleurs » au pluriel, où là on a fait 8 numéros. D'ailleurs j'ai rencontré un auteur qui s'appelait Jean-François Bory, B-O-R-Y, et ensemble on a créé une revue qui s'appelait « Approche ». Et au cours d'Approche, lui est parti faire une autre revue qui s'appelait « Agencia », Agent ZIA, et moi je suis parti faire une revue qui s'appelait Robot, R-O-B-H-O, qui étaient des revues à la fois sur l'art d'avant-garde et la poésie contemporaine. La poésie d'avant-garde et l'art contemporain, dans une mixité à la fois théorique et de création. Et 68 est arrivé. 68 a été un fracas magnifique en France, qui a permis tous les désirs de liberté, toutes les possibilités sur lesquelles on pouvait rêver, et un changement de société qu'on a essayé, qu'on a raté parce qu'on a transmis le flambeau de cette révolte à des forces organisées qui n'avaient pas envie de renouveler la société comme on la voit aujourd'hui, où ça n'a cessé de péricliter en France. Donc là, j'ai fait un autre journal politico-poétique qui s'appelait Geronimo, qui est un jeu de mots entre Geronimo, le grand chef indien, et anonyme, comment travailler sur l'anonymat. C'est-à-dire j'ai travaillé là sur des filières de boycott, de sabotage, avec un acte de création poétique ou un acte de création artistique, avec comme fonction le boycott ou le sabotage. Et on a créé à ce moment-là un journal, un quotidien qui s'appelait Libération, qui existe toujours, mais c'est plus la même verve ni la même authenticité, qui a essayé de mettre en place toutes ces méthodes de création qui étaient basées sur le populaire, sur la sociologie et sur l'économie. Et là, donc, l'échec de 68 a été absolument terrifiant pour moi, dramatique. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et je suis parti dans une dépression épouvantable. Et un ami italien, un grand poète italien, qui s'appelle Adriano Spatola, S-P-A-T-O-L-A, avec qui j'avais beaucoup travaillé, fait des festivals, des rencontres, des revues, des livres, qui vient de sortir là, tu pourras le voir au marché de la poésie, Verso la Poesia Totale, qui vient d'être traduit dans une nouvelle édition, vers la poésie totale, aux presses du réel. Il est venu me voir, il m'a dit ça suffit, il faut que tu te reprennes, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Et donc je suis parti en Amérique latine, où là il y avait des mouvements qui étaient des mouvements de création, qui n'étaient pas coupés des forces politiques et sociales et économiques et artistiques et poétiques. Et donc j'ai fait le premier numéro d'une revue qui s'appelait Docs, D-O-C-K entre parenthèses S, qui est l'amalgame entre documents et docs, c'est-à-dire les quais, les choses qui partent et qui arrivent. Et ce numéro 1, c'est l'Amérique latine. Et après j'ai fait le tour du monde
de toutes les poésies d'avant-garde. Le Japon, l'Australie, évidemment tous les pays européens, enfin tout le monde. Le monde entier y est passé. Et puis en 88, la revue avait été créée en 76. En 88, Adriano Spatola est mort. Et donc je n'avais plus du tout envie de faire encore cette revue avec mon complice et mon partenaire qui venait de mourir. Et j'avais un ami très cher qui s'appelle Philippe Castelin qui venait de faire une thèse à la Sorbonne sur Dox, mode d'emploi, qui est aussi un livre que tu pourras voir au marché de la poésie, chez le même éditeur. Et il m'a dit, mais moi si tu veux, je reprends Dox. Et moi je n'avais pas envie que ma revue, parce que moi je n'avais plus envie de la faire, soit terminée, tu vois. Donc Philippe a repris ça avec un copain à lui, qui s'appelle Jean Torregrossa, et ils ont refait comme ça, de 88 jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle série, 2 nouvelles séries de Dox. Donc Dox continue. Philippe Castelin est mort il y a quelques mois, et une bande de jeunes poètes magnifiques ont fait ça, ils ont pris le relais encore. François Massu, qui organise cet après-midi que tu vois à la Shakespeare & Co, et un éditeur de Bastier en Corse, qui s'appelle Xavier Dandois de Casabianca, et les éditions éoliennes. Voilà, Xavier Dandois, D-A-L-D-O-Y, de Casabianca, C-A-S-A-B-I-A-N-C-A. Et donc, eux reprennent le nouveau numéro de la 5e série, dont la prolongation, la pérennité de Dox est maintenue, va paraître à la rentrée. Voilà l'histoire de moi à travers les revues. Sinon, mon problème à moi, ça a toujours été de prouver que la poésie dans le livre est morte, elle n'existe pas. Pour que la poésie existe, il faut qu'elle soit incarnée par le poète. C'est-à-dire, ça c'est une partition dans le livre. Tu ne vas pas la considérer plus qu'une partition, comme une partition musicale. Pour que le poème existe vraiment, il faut qu'il soit incarné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dit, gestualisé, bougé par le poète lui-même. Pour qu'on voit vraiment ce que c'est que le poète dans sa totalité. Tu comprends ça? Ça c'est pour moi très important. Donc tout ça, ça a été des mouvements qui sont appelés la poésie élémentaire, poésie action, d'après Jean-Jacques Lebel, le happening, et puis après la performance. Et donc là, je suis dans ce phénomène-là, où j'ai abandonné la performance et je fais des déclamations ou des déclarations, ou ce que tu as vu là, des m'exposés, M', tu vois, pas un exposé, pas m'exposer, mais des m'exposés, et tu vois, une condensation entre s'exposer soi-même et exposer. Voilà, donc tout mon travail aujourd'hui, c'est ça, je me suis toujours milité et battu pour qu'on comprenne que quel que soit le poète turc, arabe, européen, américain, pour que le poème existe, il a toujours été incarné. Tous les troubadours ici du Moyen-Âge qui allaient du fin fond du Portugal jusqu'au fin fond de l'Italie, ils venaient dans les châteaux avec leurs poèmes, qu'ils chantaient et qu'ils disaient. Donc ça a toujours été ça. Et tous les mouvements d'avant-garde ont repris ça, c'est-à-dire les avant-gardes qui sont le futurisme, les avant-gardes historiques. Le futurisme, puis le dadaïsme, et puis Cobra, et puis Dada, et puis nous, ça a toujours été ça. Comment on incarne, au sens propre du terme, comment on incarne, moi poète, pas un acteur, moi poète, comment j'incarne mon texte. Comment je suis comme un musicien par rapport à sa partition. C'est ça qui est important. Tu deviens carrément un poème. Voilà. Pour que le poème soit, il faut qu'il soit fait. Pour qu'il soit fait, il faut qu'il soit vociféré ou murmuré, peu importe, et gestualisé. Première publication, premier recueil, c'était quand? La première lecture ou première publication? Première lecture, première publication. La première publication, c'est les carnets de l'Octéor dont je te parlais, en mars 1962, à Aix-en-Provence. Et qui a fait 4 numéros, de toute l'année 62, un numéro par trimestre. Les carnets de l'Octéor. C'était revue ou c'était ton livre? Hein? C'était ton recueil, c'était une revue? Une revue. C'est une revue. Une revue en typographie. Oui. Et la première performance que j'ai faite, c'était également en 62. Et à cette époque-là, quand les cirques arrivaient dans la ville, il y avait une parade, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire que dans l'avenue principale de la ville, là c'est le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, il y avait une parade. C'est-à-dire qu'il y avait les éléphants devant, les écuyères avec les chevaux, les clowns, les acrobates, etc. Et tout le monde passait dans la ville pour dire « Ce soir, à 20h30, le cirque Francky ». Et moi, je venais de lire le bestiaire de Guillaume Apollinaire, qui est illustré par Raoul Dufy. C'est un livre absolument magnifique, illustré par un type génial qui faisait des bois très durs, noirs et blancs. Le bestiaire ou la guirlande d'Orphée de Guillaume Apollinaire. Et à ce moment, je me suis aperçu que le bestiaire, c'est vraiment la base de la poésie. Au plus loin tu remontes, par exemple 50 000 ans, les grottes aurignaciennes préhistoriques, de l'origine,
c'est des bêtes. Tous les sapiens du Moyen-Âge, c'est des bêtes. Le roman de Renard, c'est des bêtes. Et tu vas dans toutes les mythologies, c'est toujours la bête est là. Donc j'ai pensé en effet qu'il fallait que moi aussi je fasse un bestiaire. Mais j'avais pas envie de faire un bestiaire autour d'Orphée, qui est la mythologie grecque, qui était bassinée par tout le monde. Et donc j'ai décidé que ma guirlande du bestiaire allait tourner autour de l'éléphant. Voilà. Donc je suis allé voir le patron du cirque, Francky. J'ai dit, Monsieur Francky, est-ce que je pourrais, c'est le début du magnétophone, 62, est-ce que je pourrais interviewer les éléphants demain? Interviewer les éléphants, ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, donc je raconte ce que je viens de te raconter. Il me dit, bon, si vous voulez, venez avant le public demain, venez à 9h. Donc je vais arriver à 9h avec mon petit magnétophone et j'interviewe les éléphants. Trompez-vous, éléphant, vos célèbres et surtout l'inférieur, que soit sans la percer ma voix, et quand mes mots résonnent autour de vos gants enracinés, etc., etc. Évidemment, l'éléphant, il se moque de mes questions, il répond quand il veut, il me coupe la parole, et voilà, c'est fini, l'interview est bouclée, je ferme et je rentre chez moi. Et rentrant chez moi, je change les vitesses. Et donc moi, je deviens inaudible. Et l'éléphant, par contre, il parle très clairement avec des onomatopées et des interjections. Oh, ah, oh. Et donc je suis le traducteur de la poésie et de la langue éléphantine. Donc ça c'est 62 au Cirque Francky à Aix-en-Provence. Voilà, première revue et première intervention incarnée dans un cirque. Et les auteurs qui t'ont marqué, les auteurs, les poètes qui t'ont marqué? Alors, les poètes qui m'ont marqué, évidemment, c'est celui que je vais te dire, Guillaume Apollinaire et son bestiaire, et puis après les calligrammes, qui sont très importants pour moi. Après, il y a Pierre-Albert Birot et les poèmes à crier et à danser. Pierre-Albert Birot, c'est billet roté. Et ensuite, alors dans les avant-gardes historiques, il y a les thèses des frères Bourliouk, qui sont des thèses futuristes russes. Et après, alors il y a un ou deux textes qui m'ont marqué vraiment très fort, comme La table de Francis Ponge, c'est un texte pour moi absolument considérable. Et après, il faut que je réfléchisse. Après, évidemment, il y a les histoires naturelles de Jules Renard, qui s'apparente aussi à cette histoire-là des bestiaires, qui est un très beau livre. Voilà, je pense. Et après, bon, il y a l'irremplaçable, l'incontournable, pas partout, mais souvent, de Victor Hugo, tu vois. Il y a des trucs absolument extraordinaires. Mais essentiellement, les avant-gardes historiques, comme l'Orsonate de Paul Schwitters, et des trucs comme ça. Et comment tu prépares, construis tes poèmes? Comment tu écris? Comment tu construis tes poèmes? Et les préparations pour le... Quoi que tu fasses dans la vie, tu bois un coup, tu bois un café, tu rencontres un poète turc, ça continue à tourner. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves dans la vie quotidienne, qui sont des problèmes de révolte par rapport à des situations, d'injustice, quels que soient les problèmes, parce que tu parles avec un ami, parce que tu es en voiture, de toute façon, c'est dans la tronche. Il y a un truc qui continue à tourner sur ça, sur la création poétique. Il y a un côté qui fait que ce rouage, cette espèce d'articulation est là tout le temps. Ça ne bouge pas. Et donc après, alors tu as un petit carnet, tu notes un truc pour te rappeler où tu en étais, et puis tu arrives chez toi, tu mets ça de manière un peu plus claire, et puis tu es sur l'ordinateur, tu mets ça un peu mieux, et après tu commences à le mûrir et à le travailler. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème de la création, quel que soit à quoi tu es confronté, il est toujours en train d'être posé au milieu du cortex ou dans le cortex. Il est toujours là, dans la tronche. Et donc après c'est du travail. Mais il y a une chose qui se passe, qui est cette permanence. On pourrait dire un souci ou je sais pas quoi, enfin, c'est là quoi. Voilà, c'est la seule relation. Et donc on travaille comme ça. Donc moi je travaille comme ça, ça sort, je sors un petit bout, comme je trie, je le vois, je vois comment ça tourne, je le laisse tomber parce que ça n'a pas d'intérêt, ou je commence à travailler dessus parce que en effet ça peut être intéressant. Et voilà. Et puis, sachant que toujours quand j'ai fini le texte, même quand il est publié, même quand il est édité, ça reste une partition. Ça reste la chose qui n'est pas finie tant qu'elle n'est pas formulée corporellement, physiquement et oralement.
Est-ce que tu prépares tes lectures avant une performance, avant une déclamation, déclaration? Non, je regarde un peu ce que je vais dire. En fonction de la thématique, je choisis. Par exemple, là, c'était sur la Beat Génération. Donc, j'ai choisi un texte que j'avais écrit pour William Burroughs quand on est allé ensemble au Printemps de Bourges en 1984. Donc, alors, on m'invite pour tel truc, donc je réfléchis un peu par rapport à tel festival, par rapport à tels amis, par rapport à celle ou celui qui invite, ce que je vais faire. Mais je ne fais pas de répétition, je ne me remets pas, je ne suis pas un acteur. Donc voilà, ah oui, ça, je vais faire ça. Tu peux sortir maintenant et tu peux lire maintenant. Pas tout de suite. Super. Alors quand je suis avec un musicien, comme c'était le cas aujourd'hui, c'est un ami. J'envoie le texte au musicien pour lui dire tu interviens là, tu improvises là, il faudrait là un bruit de canard, là un bruit de train, tu vois. Mais c'est une préparation pour le musicien, pas pour moi. À la tienne. La traduction. La traduction, c'est essentiel. C'est la chose la plus importante pour moi. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de traduction en l'absence du poète. Donc c'est clair qu'un poète mort sera mal traduit. Parce que pour que la traduction soit parfaite, il faut que le poète originel connaisse un peu la langue dans laquelle il va être traduit, ou si pas du tout, qu'il connaisse la personne qui va le traduire. Et donc c'est un dialogue qui s'établit entre ce que moi, poète, je veux dire, et toi, poète, ce que tu veux traduire. Donc déjà, il faut que tu sois poète aussi, sinon c'est compliqué. Donc j'ai fait traduire en anglais par Harry Matthews, qui est un ami, un poète américain très important. En italien, évidemment, par Adriano Spatola, qui est un ami, qui est un machin, on se connaît très très bien. En arabe, avec Jalal El-Kawami, qui est un ami, qui est un poète, et on se connaît très bien, tu vois. Il faut toujours qu'il y ait cette fusion entre le poète, pas encore mort, et le poète, qui est son interlocuteur, avec qui il y a une relation. La relation ne peut s'établir au moment de la traduction. C'est pas obligé que l'on se connaisse depuis 3000 ans. Mais il faut qu'il y ait un contact. Parce qu'il y a 30 000 façons de dire les arbres sont verts. Mais il faut que tu saches dans quel sens je l'ai dit, ça. Donc il faut que tu aies le contact avec le poète. Sinon, tu t'aperçois, sur les poètes morts, alors évidemment, c'est moi qui l'interprète, mais des traductions qui ne sont pas jouables. Si tu vois toutes les traductions en français de Dante Alighieri, tu te dis, c'est pas possible. Il faut. Voilà. Donc le problème, c'est d'essayer de se faire traduire quand on est vivant dans un maximum de langues. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Ah oui, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que le pouvoir en place, notamment en France, ils savent très bien que c'est dangereux. Parce que ça donne un désir de liberté. La poésie ne donne pas la liberté, mais elle donne le désir de liberté. Et donc les pouvoirs en place confisquent toute émission de télévision, tout journal, toute chronique de poésie dans toute la presse. Il reste un journal qui parle un peu de poésie en France aujourd'hui, c'est les Lettres françaises. Il y avait une émission qui était sur la poésie le soir, elle a été supprimée. Il n'y a plus. On sait, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est subversif. Pas parce que ça y est, tu es libre grâce à moi, pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que tu en as envie de la liberté? Qu'est-ce que tu en as envie? Mais eux ne le savent pas, parce qu'on les abrutit de matin au soir avec le football, avec des jeux radiophoniques débiles, avec des jeux télévisuels débiles, avec des talk shows stupides. Donc ils sont complètement abrutis, fanatisés, addictés par de la merde qui leur remplit les oreilles, qui leur remplit la tronche. Ils ne savent pas que ce désir-là est vital. Ma génération le savait. Mais depuis le début du XXIe siècle, tous les pouvoirs en place en France, il faut pour qu'on oublie ça. Il n'y a plus, je te dis, même des journaux littéraires, ils parlent plus de poésie. Et les émissions de télé comme c'est fini. Alors que moi je fais des émissions de télé sur France Culture, des émissions de radio sur France Culture, des émissions de télévision sur Arte, ça n'arrêtait pas. C'est fini, c'est fini. Oh là là, mais les gens, ils vont. Tu comprends bien que si tu me dis, je sais pas moi, un poète que tu aimes, et qu'après tu vas voir match football, c'est quand même, ça ne joue pas la même réaction. Je suis pas contre, hein, mais c'est pas la même chose. Ça ne donne pas le même désir. Le désir fanatique que ton équipe gagne, c'est pas le désir d'un bonheur, de liberté et d'un désir de liberté. Moi je m'en fous que ce soit Marseille qui gagne ou que ce soit Roby Tourcoing, je m'en moque. Mais par contre,
tu relis le bestiaire d'Apollinaire sur le poulpe, par exemple, et là tu as... ou la carpe. Tant vous viviez dans vos étangs, carpe que vous vivez longtemps, est-ce que la mort vous oublie, poisson de la mélancolie? Putain, je suis triste. Je ne vais pas rester triste comme ça toute ma vie. Tu comprends ce désir qu'on te donne? Voilà. Tu participes au marché de poésie depuis longtemps, je crois, non? Le marché de poésie, tu participes depuis longtemps. Je participe à toutes les années. Tu peux parler, et comme on dit, depuis la première année. Voilà, depuis les débuts, c'est ce que Au tout début, c'était à la Bibliothèque nationale, la première année. Et c'était Jean-Michel Place qui avait monté ça, avec qui j'étais très copain. Son fils a travaillé, mon fils, sont architectes tous les deux. Donc on est très liés avec Jean-Michel. La deuxième année, c'était dans le Trou des Halles. Il y avait un grand chantier dans les Halles, tu sais, à Paris. Et là, on avait fait ça dans le Trou des Halles. Il pleuvait comme vache qui pisse, c'était incroyable. Et après, il est allé à la place Saint-Sulpice avec une présidente qui était la femme de Pierre-Albert Béraud. Donc la veuve de Pierre-Albert Béraud, ce poète cubiste dont je te parlais tout à l'heure. Et très vite, Arlette a donné la direction avec Jean-Michel Place à Vincent Gimeno. Et après, Arlette est morte et elle a été remplacée par un nouveau président qui est Yves Boudier. Donc aujourd'hui, tu as toujours un ange tutélaire qui est Jean-Michel Place, un président qui est Yves Boudier et un directeur qui est Vincent Gimeno. Et c'est une équipe absolument extraordinaire. Et les gens qui entourent ça pour faire ce marché sont des gens extraordinaires. Et par rapport à tout ce que je vais te dire, sur l'éviction totale de la poésie en France, en tout cas l'essai de faire sortir la poésie du monde médiatique, du monde... Attends, on passe. C'est bien, hein. Je trouve que c'est bien que ça arrive à ce moment-là. C'est vrai. Maintenant tu peux répondre. Et donc je trouve que ce désir des médias, il faut bien voir que les médias en France, ils sont présidentiels et gouvernementaux, c'est-à-dire ils appartiennent à Macron. 2, ils sont à Bolloré, grand capital, ils appartiennent à un ami de Macron. 3, Bouygues, autre grand capital, ami de Macron, ils appartiennent à Macron. Donc il y a un seul, à part quelques petits journaux, il y a vraiment aujourd'hui une capitalisation totale. Monopolisation, carrément monopolisation, je crois. Monopolisation, monopole maintenant, voilà, c'est le métier. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est très important, c'est que ces petits festivals ou moyens festivals dont je te parlais tout à l'heure, Périgueux, Nancy, jadis Tarascon, Lodève et Sète, existent et que ce marché existe. C'est vital. C'est vital pour que les jeunes générations, les gens, parce qu'il y a dans les jeunes générations, ils ne se laissent pas avoir. Hein. Il y a des poétesses, parce que c'est devenu très féminin, et des poètes aujourd'hui qui sont extraordinaires, qui ont entre 20 et 30 ans. Donc ils ne se font pas avoir comme la génération qui a autour de 60 ans. Et tu peux parler un petit peu, comme on dit, des festivals les plus importants qui se passent en France? Le premier festival qui est le plus important s'appelle Polyphonix. Polyphonix a été créé par Jean-Jacques Lebel. Il a commencé au boulevard Raspail, au Centre culturel américain. Et après, il a tourné partout en France, puis dans le monde, y compris au MoMA à New York. Polyphonix, festival nomade, inventé par Jean-Jacques Lebel. Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passait à Pompidou. Et après, ça se passait au MoMA à New York. Et après, ça se passait partout en France et partout dans le monde. Et après, très vite, est rentré pour aider Jean-Jacques, Bernard Heidsieck, immense poète français de la poésie action. Moi, Arnaud Labelle-Rojoux, qui est aussi un poète absolument extraordinaire, et Jacqueline Cahin, qui est aussi une poétesse formidable. Et ça a été l'équipe de Polyphonix, qui a été vraiment la base des festivals de poésie en France. Très vite, presque contemporain, moi j'ai fait un festival comme ça à Cogolin. Cogolin, c'est un petit village sur la mer Méditerranée, Côte d'Azur, à côté de Saint-Tropez. C'est à quelques kilomètres de Saint-Tropez. À Cogolin, on a fait 3 ans. Et puis le maire de Cogolin a décidé que la poésie n'était pas assez populaire et qu'il fallait faire un festival de chansons avec. Donc on est parti et j'ai fait un festival à Allo, dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, qui a été un festival absolument génial. Et là-dessus, la maire de Tarascon, qui a un château, qui est le château du roi René, qui était le protecteur des troubadours,
nous a invités à continuer le festival. Et là, on a fait 6 ans de festival à Tarascon. Pendant cette période, il s'est créé avec Hervé Bruno un festival à Périgueux qui s'appelle Ex-Poésie. Et après, il s'est trouvé un festival à l'Odève, qui a été la préfiguration de 7, qui s'appelait Voix de la Méditerranée, où là, il y avait tous les poètes de la Méditerranée. Et voit cette chose incroyable, qui dans ce festival, un poète israélien, il pouvait dire bonjour à un poète palestinien et aller boire un coup ensemble. C'était un miracle international. Ça, c'était vraiment l'Odève, Voix de la Méditerranée. Après, il y a le festival à Nancy, dont je t'ai parlé, avec Sandrine Gironde et Doyen, qui est un festival qui existe encore. Périgueux, Sète et Nancy existent toujours. Voilà. Et après, il y a un centre international à Marseille qui s'appelle le CIPM, dont on parlait tout à l'heure, et qui est un centre qui fait sans arrêt des rencontres de poètes, d'éditeurs de poésie, et qui est dans la Vieille Charité, qui est un bâtiment magnifique du XVIIIe siècle, absolument superbe. Voilà. Alors dans les festivals, après il y a des petits qui font un petit truc. Par exemple, Cédric Lorible, là. Lorible c'est L-E-R-I-B-E, il fait une revue qui s'appelle Test, T-E-S-T-E, et il fait des rencontres dans une librairie à Toulon. Et surtout ce qu'il y a de nouveau maintenant, en dehors de ces festivals dont on vient de parler, il y a plein de librairies qui font des rencontres de poètes. À Marseille, tu as Sohem, à Toulon, tu as la librairie de Cédric, dont j'oublie le nom. Il y a beaucoup de librairies à travers la France qui invitent des poètes pour faire leur lecture au moment où ils sortent leurs livres. Et ça, c'est nouveau. Et sur les festivals contemporains qui sont encore existants aujourd'hui en France, je dis à Périgueux, Nancy, Sète, je crois que c'est tout. Encore comme l'événement, c'est le marché de poésie. Hein? Comme événement, marché de poésie. C'est ça. Le marché, c'est pas un festival, c'est un marché, c'est ça qui est extraordinaire. Alors il y a un festival que j'ai oublié, qui est un festival très important, qui se passe à La Ciotat. La Ciotat, c'est un petit port près de Marseille. Et le festival a lieu au mois d'août, chaque année, et il s'appelle Tourner la plage. C'est un jeu de mots avec tourner la page et tourner la plage. Et dans les lieux, les espaces où la poésie existe encore, j'ai oublié aussi de te parler des sites. Des sites de poésie, il y en a beaucoup. Et il y en a 2, par exemple, qui font un travail admirable, un qui s'appelle Poésie Bao, et l'autre s'appelle Citodi. Poésie Bao, c'est Florence Trognet, et Citodi, c'est Jean-Pierre Le Pilouer. Ça, c'est un endroit dont j'ai oublié de te parler, il fallait que je le rappelle. Ces espaces-là où la poésie continue à être très présente. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Il y a le pire et le meilleur, vraiment. Je suis désolé d'être aussi bête dans cette réponse, mais il y a des filles comme Laura Vasquez, extraordinaire. Des dames plus âgées, comme Liliane Giraudon, extraordinaire. Des dames entre les deux, comme Frédéric Guetta-Liviani, extraordinaire. De la génération d'Edith Hazan, fantastique. Donc si je commence comme ça, parce que c'est pas, notre interview n'est pas préparée, je pourrais t'en sortir des dizaines, des poétesses extraordinaires, vraiment. Après, tu as des poétesses de ma génération, tu as Esther Ferrer, incroyable, d'origine espagnole. Tu as Chiara Moulas qui était là, d'origine sarde, extraordinaire. Donc tu as un sac de filles magnifiques, vraiment extraordinaire. Donc voilà. Puis après, tu as des mecs, alors, très jeunes. Il y a un type qui s'appelle Bruce Bonfanti, qui sort de chez un éditeur qui s'appelle Tonka, sans cette main. C'est incroyablement, c'est vraiment, j'ai jamais lu un truc aussi inconfortable et magnifique que ce qu'il fait. Brice Bonfanti. Et puis, il y a plein de jeunes gens comme ça que j'adore. Mais si tu dis, un jour, je te renverrai la liste des poètes. Mais la poésie francophone, dont j'élimine exprès tous ces gens qui sont absolument lamentables parce qu'ils sont dans le suivisme d'un mouvement qui est mort, tu vois. Tu veux dire, tu ne peux pas être romantique en 2023, c'est ridicule. Tu ne peux pas faire de la poésie blanche en 2023, c'est ridicule. Tu ne peux pas faire la poésie surréaliste en 2023, c'est ridicule. Par contre, ce qu'on a géré nous, c'est-à-dire cette poésie action, avec Bernard Hetzig, avec Esther Ferrer, avec moi, vraiment, là, ça a une postérité sublime. Nathalie Quintana, tu vois, et si je réfléchis un peu, il y en a plein d'autres qui vont venir.
Tu as vraiment... Non, il y a une force dans ces jeunes femmes extraordinaires et quelques jeunes hommes, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Alors que dans ma génération, c'était plutôt masculin. Là, c'est vraiment... Il arrive une vague féminine là, entre 25 et 35 ans. Formidable. Je suis très ému parce que c'est beau, quoi. C'est vraiment... Tu lis ça, tu dis, mais c'est incroyable. On voit qu'elles ont réfléchi en disant quelles sont les postérités justes, quelles sont les postérités jouables, où c'est qu'on peut travailler. C'est sûr que ça, c'est une impasse, on arrête. C'est sûr que ça, c'est bouché, on arrête. C'est sûr que ça mène à rien, on arrête. Et là, hop, elle fonce là-dedans. C'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir. Tu sais, c'est 81 ans, tu commences à faire des bilans quand même. Et cette période-là, cette génération-là, ça m'a mis dans une légèreté par rapport à un futur qui est quand même pas très long, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je suis très heureux de vivre ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la poésie action? C'est que le poème, dans le livre, il est mort. Pour que le poème soit vivant, il faut qu'il soit incarné. C'est-à-dire qu'il soit acté. C'est-à-dire qu'il fasse partie de la poésie action. Si moi je te dis, tiens, lis ce texte, il est de moi, c'est pas fait, c'est pas fini. Si je te dis, je vais te lire mon texte, pas à toi tout seul, parce que ça devient une espèce de confidence, mais à un public de 20 personnes ou de 500 000 personnes, je m'en fous. Mais comment, regarde, écoute-moi, regarde-moi, regarde comment je le bouge. C'est là où le poème est. Avant, il n'est pas. C'est juste une chose morte. Maintenant, regarde-moi, écoute-moi, je vais le rendre vivant. C'est ça la poésie action. C'est pas le thème, c'est la lecture. Non. Le thème de... Non. N'importe quel thème, ça peut être... Oui. L'incarnation. C'est ça. Après, tu peux mettre des jeux de mots, comme je fais souvent. Au lieu de dire déclaration, tu dis déclaration. Ou tu dis, au lieu de déclamer, déclamation, tu dis déclamation. Au lieu de exposer, il est très très bon. Au lieu de dire exposer ou je m'expose, tu dis m'exposer, etc. Voilà. Donc moi j'ai trouvé plein de termes comme ça pour équilibrer les choses. Mais le mot qui est juste, c'est incarnation, qui est un mot français qui dit bien ce qu'il veut dire. Comment je l'incarne. Ça pour moi c'est très important. C'est ça la poésie action. C'est là-dessus que Bernard Heitzy, qui est la génération un peu plus vieille que la mienne, mais pas beaucoup, et moi on s'est battus. Et quelque part, je veux dire, avec toute la modestie dont je suis capable, même si je pense qu'on a gagné. Il y a notre Maxime Pascal aussi, qui est dans les dames, qui sont entre les deux générations. Maxime Hortense Pascal, c'est extraordinaire, tu vois. Si je commence à tourner sur les noms comme ça de ces générations, ou la génération récente de 25-35, ou la génération 40-60, c'est extraordinaire. Critique de la poésie en France. Hein? C'est lui qui me fait bosser. Il vient de Turquie exprès pour me faire travailler. T'as vu comment il est beau là? On est les meilleurs. C'est un petit crachat qui reste toujours accroché. C'est très beau. Des critiques à la poésie en France. Oui. Je te dis, il y a surtout les journaux qui existaient quand j'avais 20 ans ou 40 ans, qui parlaient de poésie sans arrêt, il n'y en a plus. Il en reste un, c'est les lettres françaises. Mais les critiques qui parlaient jadis, Patrick Chichon dans Le Monde, il est mort. Christian, je ne me rappelle plus quoi, dans Le Monde, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il reste des critiques très forts sur la toile. Une note par rapport, comme on dit, à tous les types de... Sur Internet, il y a encore des gens qui parlent de manière intelligente de la poésie. Le meilleur pour moi, ça s'appelle François Huglot. H-U-G-L-O, qui travaille beaucoup sur des... Parce que des sites de poésie qui parlent de poésie, heureusement il y en a. Hein. Donc, il y en a un qui s'appelle Citodi, qui est tenu par un ami à moi qui s'appelle Pierre Le Pilouer. Il y a un autre qui s'appelle Poésie Bao, qui est également un site absolument magnifique. Et il y a quelques sites comme ça sur lesquels sévissent quelques critiques. Voilà. Donc je mets en dehors de mettant ce qu'on appelle les médias normaux, tu vois, les médias papier, les médias radio, les médias télé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sauf les lettres françaises, où il y a Franck Delorieux, qui fait D-E-L-O-R-I-E-U-X, et Victor Blanc, BLNC, qui sont deux mecs qui parlent de poésie. Mais ce sont les seuls. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, qui est absolument extraordinaire,
qui est un miracle, c'est qu'il y a le monde universitaire qui était coupé de la poésie contemporaine, parce qu'il y avait toujours un rapport à la poésie ancienne. Il y a un monde énorme de jeunes universitaires en France qui travaillent sur la poésie contemporaine. Là, il y en a au moins une trentaine. Alors là, il y en avait un qui a été un initiateur de ça, qui s'appelle Jean-Pierre Bobillot, qui était là, B-O-B-I-L-T. C'est lequel C'est le mec qui était gris à côté de moi. D'accord. Donc, et après, tu as eu alors une ribambelle dans la génération de quadragénaires qui ont commencé à travailler là-dessus. Tu as eu Jean-Marie Glaise, qui est la même génération que Bobillot, et plein de jeunes universitaires comme Gaël Théval, Bénédicte Gorillo, Olivier Pelot-Lacassagne. Il y en a, je te dis, une trentaine. Et ça, c'est un phénomène absolument merveilleux parce que le monde de la poésie contemporaine n'existait pas avant dans l'université. Et depuis 2 générations, je te dis, il y a 40 universitaires qui travaillent que sur la poésie contemporaine. Et des grandes et des sommités. Par exemple, là, cet après-midi, Olivier Pelot-Lacassagne a fait un nombre incalculable de communications, de livres, de débats et de rencontres sur la Beat Génération. Et tu es là comme ça. Gaël Théval travaille sur la poésie visuelle. Bénédicte Gorillo travaille sur la poésie action. Anisa Troingis travaille sur quel est le rapport entre Burroughs, Eugène Michin et Julien Blaine. Elle a trouvé un directeur de thèse pour faire ça. Donc c'est absolument incroyable. Stéphane Loac, il y en a partout. Je te dis, si on commence à faire la liste, si tu veux, ça t'intéresse, je t'appellerai la liste universitaire qui travaille sur la poésie contemporaine. Il y en a, sans exagération marseillaise, au moins 20 en France. Merci beaucoup. Écoute bien. Salut cette jeune fille. Bienvenue dans cette ville qui a un avantage, moi, et des désavantages, les autres. Bienvenue. Dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter l'un des plus grands saxos du monde qui a sévi en Thaïlande, aux États-Unis, dans des endroits particuliers, dans le monde entier. Il s'appelle Étienne Brunet. Il faudra patienter un peu parce que là, il règle ce petit bambou qui est fabriqué que dans mon village, dans le sud de la France, à Cogolin. Sans Cogolin, pas de saxo. Alors, monsieur Étienne, êtes-vous prêt? Oui. Alors, nous allons rendre hommage à William Burroughs, car nous sommes allés ensemble en 84 au printemps de Bourges. Et je vais vous parler de ça. Comme je le disais à mes amis dans un grand colloque à Pompidou, ce sont des mecs formidables, mais de très mauvais poètes. Mais c'est des mecs formidables. Donc, je rends hommage aux mecs formidables. Le voyage de William B. et de Julien B. les poètes au printemps de B. la ville. On ne saura jamais pourquoi cette année-là, les bourgeois du printemps invitèrent sur la recommandation de Jean-Jacques L. les 2B. W et Ilungo. W, l'américain assassin, et Inde Ilungo J, le Marseillais sorcier. Le Marseillais sorcier. W et Ilungo. Ce fut entre un long
que le voyage débuta dans une autre gare of Paris, France. Et ce fut n'importe quoi qu'il continua à même le faire des rails Gris-Morvel. De quoi avoir le vertige, comme on le verra et dira plus tard. Très vite, le train s'envolait, perdu in the sky dans les airs, puis dut aberrer pour flotter dans le style serpent de mer ou dans le genre monstre du whisky écossais, mais revint vite et mal à sa véritable nature. Ferraille et cambouis, graisse et électricité, vapeur et viande pourrie, saloperie sonore, machine à boire, à se rémender et à s'oublier. W parlait de plus en plus, de mieux en mieux, comme un canard nantais, celui aux gros pectoraux et à la queue yo-yo, et dont on ne comprend pas un mot, celui qui a toujours quelque chose de mouillé. Un coup, ce sont ses pattes palmées, un coup, c'est son cul, un coup, ce sont ses pattes palmées, un coup, c'est son cul déplumé, mais la plupart du temps, c'est le bec qu'il a dans l'eau. Il y cherche des vers, de la merde ou de la bouffe, ce qui est la même chose. Il y boit dans cette mare, il n'arrête pas d'y boire, d'y trinquer. W ne cessait de boire. C'était une façon de compenser, de remplacer ce qu'il avait perdu et qui ne passerait plus, jamais, plus désormais, ni par la bouche, ni par le nez, ni par le trou du cul. Et l'ongo, c'est-à-dire je, commençait à se faire chier ferme. Cela était dû sans doute au bruit énorme du train duquel il ne comprenait rien et aux phrases du palmipède américain W à la voix klaxon dont il entendait goutte.